La plus grande force viking de tous les temps embarque pour un périple houleux. La grande armée païenne est là, et elle ne plaisante pas. Avec un seul objectif en tête, conquérir l'Angleterre anglo-saxonne. Imaginez vous réveiller nez à nez avec une hache viking. Rien ne peut arrêter cette immense armée. Alors que leur chef n'est qu'à un royaume de régner sur tout le pays, un homme lui fait barrage. Un jeune monarque chrétien déterminé à stopper l'invasion barbare dans sa progression. Un seul de ces deux hommes pourra régner. Quant à savoir lequel, cela se jouera à l'issue d'une rencontre sur le champ de bataille. Le vainqueur déterminera le cours de l'histoire de l'Angleterre pour les 1000 ans à venir. Après 13 ans de guerre, les Vikings ont vaincu tous les monarques anglo-saxons, à l'exception d'un seul. Guthrum l'Ancien, chef de l'armée viking, est sur le point de lancer l'assaut final censé éliminer le dernier roi chrétien, Alfred. Alfred est le dernier obstacle sur le chemin de Guthrum, le dernier roi à abattre. Guthrum n'aspire qu'à une seule chose, l'anéantir. Le roi Alfred, alors âgé de 27 ans, est loin de se douter que le palais royal est cerné par ses envahisseurs. C'est la période de Noël. Les troupes campées d'Alfred célèbrent joyeusement l'événement. La dernière chose dont elles ont envie, c'est d'aller au combat. Si le roi Alfred périt, la chrétienté dans le monde anglo-saxon n'aura pas la moindre chance de survivre. Pour la première fois dans l'histoire, les Vikings sont sur le point d'assujettir une nation tout entière. Au IXe siècle, l'Angleterre d'aujourd'hui était divisée en 4 grands royaumes anglo-saxons. La Northumbrie, la Mercie, l'Est Anglie et le Wessex. Chacun d'eux est riche en terres agricoles. Ces 4 royaumes sont en passe de devenir les plus prospères de toute l'Europe. L'Angleterre du IXe siècle regorge d'énormes richesses. Le commerce à l'exportation et l'économie se portent à merveille. La réussite financière des anglo-saxons repose sur la foi chrétienne. Celle-ci est à la base des échanges lucratifs avec le reste de l'Europe chrétienne. L'Église chrétienne est au cœur des échanges commerciaux européens. À cette époque, elle offre aux gens plein de possibilités de faire du commerce entre eux. Le symbole de cette prospérité anglo-saxonne grandissante est la joaillerie en or. Les bracelets incrustés de pierres précieuses, les épées et les casques, d'une finesse rare en Europe, sont très prisés. Mais de l'autre côté de la mer du Nord, dans les anciennes régions de Norvège, de Suède et du Danemark, les Vikings convoitent cette richesse anglo-saxonne qui ne cesse de croître. Les hivers arctiques et le manque de terres cultivables mettent à mal l'économie scandinave. Les anglo-saxons prospères représentent un moyen rapide de s'enrichir. Tout ce que les Vikings doivent faire, c'est leur voler leurs biens. En 793 après Jésus-Christ, les Vikings embarquent à bord des premiers dracars, afin d'aller piller les royaumes anglo-saxons. Une fois sur le sol anglais, ils s'en prennent aux églises et aux abbayes sans défense. Les Vikings voyaient ces églises comme un moyen de s'enrichir facilement. Elles étaient comme des banques laissées à l'abandon, les portes grandes ouvertes. Ils étaient sans pitié.
Ils frappaient tout ce qui bougeait, infligeant les pires souffrances à leurs opposants. Les Vikings reprennent la mer aussitôt après chaque opération, laissant les rois anglo-saxons dans l'incapacité d'agir lors de ces attaques éclairs. Ces pillards venus du froid sont de plus en plus nombreux à attaquer les villes et villages côtiers de la mer du Nord. Ces hommes étaient attirés par l'or et les richesses, bien sûr, mais ils venaient aussi en quête d'esclaves. Tous les étés, ces barbares bravent la mer du Nord et viennent dépouiller la population anglo-saxonne de ses biens avant l'arrivée de l'hiver. Rien ne montre que ces raids étaient coordonnés de manière centralisée. Il semblait s'agir d'initiatives individuelles des chefs de clan. Ils s'emparaient de tout ce qu'ils pouvaient. Hommes, femmes, enfants, or. Au printemps 865, 80 ans après les premières attaques, une flotte viking débarque sur la côte anglaise. Mais cette offensive est différente des autres. À en croire à la légende, leur leader, Ivar le Désossé, n'est pas un chef ordinaire. Ivar le Désossé est un personnage fascinant. Son histoire mêle le fantastique à la réalité. La légende raconte qu'il était dépourvu d'os. Peut-être cela signifiait qu'il était atteint de la maladie des os de verre. Ivar ne tient peut-être pas sur ses jambes, mais sa barbarie est connue de tous. On raconte qu'il se faisait amener sur le champ de bataille par ses troupiers sur un bouclier. Malgré son handicap, ce chef militaire était un fin et redouté stratège. Le clan d'Ivar le Désossé ravage les royaumes anglo-saxons depuis des décennies. Cette fois, son objectif est bien plus ambitieux. Ivar le Désossé veut conquérir l'Angleterre anglo-saxonne. Il veut devenir roi. Il ne vient donc pas accompagné de quelques dracars, mais d'une puissante armée. Une armée de 3000 hommes. Les anglo-saxons n'ont jamais vu un débarquement d'une telle ampleur. Ils lui donnent le nom de Grande Armée païenne. C'était une coalition de plusieurs chefs de clan. Ils avaient décidé de faire front ensemble. En s'alliant, ils causaient considérablement plus de dégâts. La première cible de cette coalition viking est la ville d'York, capitale du royaume de Northumbrie, gouvernée par le roi Aelle. Ivar veut commencer son opération ici pour des raisons d'ordre personnel. Son père, le légendaire Ragnar Lodbrok, a péri à York par la main du roi Northumbrie. Il voulait tout simplement être le bras vengeur de son père. Ivar reste fidèle aux tactiques qui fonctionnent. Ses troupes assaillent la ville à la vitesse de l'éclair. Les habitants de Northumbrie ne les attendaient pas. Ils n'ont pas eu le temps de réunir une armée pouvant défendre leur royaume. Les habitants de la Northumbrie doivent faire face à un autre problème. Leur roi et ses troupes sont ailleurs dans le royaume. Avec ses défenseurs en sous-nombre, York est rapidement assiégé. Ivar a l'avantage. Il se repose et attend tranquillement que le roi tente de reprendre la ville. Aella, roi de Northumbrie, réunit un groupe de guerriers et lance une attaque sur Ivar. Celle-ci va horriblement mal tourner. La contre-attaque échoue. Selon la légende viking, le roi Aelle est capturé vivant et ramené devant Ivar. Déterminé à venger la mort de son père, Ivar condamne le monarque à l'exécution viking la plus ignoble qui soit. L'aigle de sang.
L'aigle de sang revient à inciser le dos du prisonnier, à découper ses côtes pendant qu'il est toujours en vie, puis on détache les côtes de la colonne vertébrale pour obtenir la forme d'une paire d'ailes. Le roi, ainsi atrocement mutilé, sert de cible pour la pratique du tir à l'arc. C'est un message très fort qu'il envoie aux Anglo-Saxons. La grande armée païenne est là. Et elle ne plaisante pas. La Northumbrie est à présent sous le joug des envahisseurs scandinaves, certains d'assujettir le reste du pays sans difficulté. Les 3 autres royaumes reçoivent la nouvelle de la terrible mort d'Aël comme un coup de massue sur le crâne. Les Vikings et les Anglo-Saxons se préparent à la guerre. Les 2 camps sont équipés des mêmes armes et des mêmes armures. Leur état d'esprit, en revanche, est tout à fait différent. Les Anglo-Saxons chrétiens croient qu'en étant bons, pieux et en ne tuant personne, ils iront au paradis. Cela influe sur toute leur vie, jusqu'à la manière dont ils se battent. Sur le champ de bataille, les chrétiens refusent de tuer, à moins d'y être contraints. Ce qui est loin d'être le cas des Vikings. Pour eux, le meilleur moyen d'accéder au paradis, ou Valhalla, est de tuer le plus grand nombre d'ennemis au combat. Ces hommes n'avaient pas peur de se battre jusqu'à la mort. Ils ne craignaient pas de mourir au combat, parce qu'ils croyaient obtenir ainsi le statut de héros et passer leur vie dans l'au-delà à festoyer au Valhalla, aux côtés de leurs glorieux ancêtres. La féroce barbarie de ces hommes du Nord leur donne l'avantage sur les hésitants chrétiens anglo-saxons. Les Vikings sont en bonne voie pour remporter la guerre. Les 7 années suivantes, ils gagnent rapidement du terrain sur toute l'île. Ils tuent le roi d'East Anglie et en chassent un autre de son palais. En juin 871, 3 royaumes anglo-saxons sur 4 sont sous domination viking. Un seul subsiste, le Wessex. Son souverain, le jeune et pieux roi Alfred, est sur le trône depuis quelques semaines seulement. Il est persuadé d'être l'élu de Dieu et que celui-ci a envoyé les Vikings pour une raison précise. Alfred pensait que Dieu l'avait choisi pour régner sur le peuple anglo-saxon et qu'il avait envoyé les Vikings punir son peuple pour avoir désobéi aux préceptes de la loi divine. Le roi Alfred a une mission sacrée. Montrer aux anglo-saxons la voie du salut en les sauvant des mains de ces féroces envahisseurs. Mais d'après la légende, au moment où Alfred accède au trône du Wessex, Ivar le Désossé projette d'envahir un pays voisin, l'Irlande. Il passe alors les rênes de la grande armée païenne à un autre chef viking, Guthrum l'Ancien. C'est un militaire danois très important. Il a étendu son pouvoir sur tout le nord de l'Angleterre et il est maintenant la principale menace du roi Alfred. Maintenant qu'Ivar n'est plus de la partie, Guthrum n'a qu'une idée en tête, devenir le premier viking à gouverner sur l'Angleterre. Il va utiliser toute la force de sa grande armée pour éliminer l'ultime obstacle sur sa route, le dernier monarque chrétien, Alfred. Il a dans les 25 ans lorsqu'il est sacré roi. Cerné par les royaumes sous occupation viking, il est dans une posture très dangereuse. Les hommes de Guthrum occupent tout le reste du pays. Les chances qu'Alfred reste souverain sont minces. Mais contre toute attente, le jeune monarque tient tête aux forces scandinaves. C'était bataille après bataille contre les Vikings. Il en a remporté quelques-unes, mais en a perdu beaucoup. Malgré les efforts acharnés de Guthrum, Alfred réussit à garder son trône durant 7 ans. Ils étaient dans une impasse. Alfred n'arrivait pas à les bouter hors de son royaume. Et les Vikings ne remportaient pas assez de victoires pour prendre le contrôle du Wessex.
À l'hiver 878, Guthrum risque le tout pour le tout afin de sortir de cette impasse. Les 3000 guerriers de l'armée d'Alfred célèbrent les 12 jours de Noël. Cela leur permet de s'octroyer un peu de répit dans cette longue lutte contre les Scandinaves. L'ambiance est à l'amusement. Il y a aussi des moments de réflexion sur la chrétienté. On ripaille à plein ventre et je suppose que la boisson coule à flot. Noël est la seule période de l'année où les troupes d'Alfred peuvent faire une trêve et lâcher un peu leurs armes. Les combats opposant anglo-saxons et vikings ne sont pas légion lorsque l'hiver est au plus froid et les vivres limités. L'hiver, il n'était pas facile de maintenir une armée solidaire. Ils avaient besoin d'un endroit où la nourriture ne manquerait pas. Les deux armées faisaient donc le plein de réserves alimentaires et se repliaient généralement dans une forteresse ou une bourgade jusqu'au printemps. Mais cet hiver-là, Guthrum prépare une surprise funeste aux anglo-saxons. Au lieu de passer l'hiver à Exeter, comme le pensait Alfred, Guthrum et son armée de 3000 hommes ont parcouru 160 km à pied dans le plus grand des secrets. Ils encerclent à présent le palais d'Alfred. Guthrum compte anéantir Alfred et son armée entière dans une attaque surprise. Mais il a peut-être joué trop gros en n'emportant pas de vivres avec lui. Comment allait-il nourrir ses troupes pendant l'hiver? Arriver à faire pénétrer ses hommes dans le palais pour qu'ils puissent manger est une opération très compliquée. Si Guthrum ne parvient pas à assiéger le palais et à voler ses réserves alimentaires, son armée mourra de faim. En revanche, s'il réussit et qu'il tue Alfred, l'Angleterre anglo-saxonne sera à lui. N'ayant plus rien à perdre, Guthrum lance l'offensive. Imaginez-vous réveiller nez à nez avec une hache viking. Sans armes ni préparation, les hommes d'Alfred n'ont aucune chance de s'en tirer. L'attaque fut d'une ampleur et d'une violence inouïe. Son armée se fait massacrer. Mais Alfred, téméraire au combat, réussit à en réchapper. Et disparaît dans la nuit noire. Chose étonnante, Alfred n'y laisse pas sa peau. Il survit. Mais ses troupes sont fortement décimées. Seul Alfred et une centaine d'hommes de sa garde personnelle s'en sortent. C'était une véritable conquête du Wessex par les Vikings. La seule ombre au tableau est qu'ils n'ont pas réussi à attraper le roi. Il ne reste qu'une seule solution au roi Alfred. Alfred se rendit compte qu'il fallait fuir immédiatement. Alors il est parti vers l'ouest. Laissant le chaos et la mort derrière lui, Alfred s'enfonce dans les terres reculées du Somerset, à 110 km de là. La légende raconte qu'Alfred et ses hommes, éreintés et à bout de nerfs, trouvent refuge chez une paysanne. Nous sommes exténués. C'est prêt. Ignorant que son invité n'est autre que le roi du Wessex, elle lui demande de surveiller la cuisson de son pain. Mais il est perdu dans ses pensées. Comment sauvera-t-il son royaume? Le pain brûle. Mon pain! Réalité ou fiction, cette anecdote est l'une des plus célèbres de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. Mes excuses. Il y a une signification derrière la légende. Dehors! Tout d'abord, c'est une super histoire.
parce qu'il se fait rabrouer par cette femme à cause du pain. Mais ensuite, parce qu'à ce moment précis, on sait ce qui se passe dans sa tête. Alfred sait que le seul moyen de récupérer son royaume est de mettre sur pied une nouvelle armée. On pense qu'il a dressé une longue liste de tous les sujets qui lui proclamaient encore leur loyauté. Loin de Chippenham, de Guthrum et de son armée, dans les comtés de Somerset, Wiltshire et Hampshire, Alfred sait qu'il peut compter sur suffisamment d'anglo-saxons pour lever une nouvelle armée. Seulement, mobiliser autant d'hommes prendra du temps. Le roi sera obligé d'attendre le printemps pour pouvoir réorganiser son réseau de communication, lui permettant ainsi d'effectuer le recrutement de ses futurs soldats dans les différents comtés du royaume. Alfred est donc confronté à un danger imminent. Les Vikings chercheront à le tuer bien avant le printemps. Au palais royal sous état de siège, les hommes du Nord profitent des lieux. Ils festoient grâce aux réserves de nourriture et d'alcool. De son côté, Guthrum ne sait que trop bien qu'avec un roi toujours en vie, sa victoire n'est pas acquise. Si Alfred n'est pas totalement écarté du tableau, Guthrum ne peut pas gouverner. Il doit donc éliminer Alfred, qui, en vie, peut toujours servir de leader pour son peuple. La nourriture est rare dans la campagne anglaise en hiver. Guthrum ne peut donc pas déployer son armée tout entière, mais il envoie des petites troupes de guerriers autonomes à la chasse au roi. Alfred sait qu'il va devoir se défendre. Bien qu'il ne soit entouré que d'une centaine d'hommes, ce sont ses combattants les plus aguerris et les plus fidèles. C'étaient des gentilshommes qui lui avaient fait serment d'allégeance. Ils avaient juré qu'en temps de guerre, ils donneraient leur vie pour lui. Loyauté, fidélité, être honnête envers son roi, voilà ce qui les motivait. L'arme de choix de ces guerriers d'élite est prestigieuse. De grande qualité, sa valeur est inestimable à cette époque. Cette arme, c'est l'épée à 2 mains. L'épée était l'objet le plus important qu'un guerrier pouvait posséder. On ne pouvait pas faire mieux. Elles étaient très prisées. Les épées sont les armes les plus perfectionnées au monde à l'époque médiévale. Leur fabrication met en œuvre un procédé de longue haleine. L'épée anglo-saxonne était une pièce très sophistiquée. Elle requérait un alliage de 4 types de fer. Si une épée forgée à partir d'une simple barre de fer était fêlée, dès le premier coup porté, la brèche s'ouvrait et la lame se fendait en 2. Cela pouvait arriver tout près de la poignée, et dans ce cas, il valait mieux la jeter sur ses ennemis et s'enfuir en courant. La solution était de forger plusieurs barres de fer ensemble afin d'obtenir une pièce solide. Puis on la torsadait et on répétait l'opération 6 à 8 fois. Les pièces ainsi obtenues étaient assemblées les unes aux autres, formant le noyau central, d'une résistance à toute épreuve et à l'abri des cassures. Les bords tranchants étaient composés de 2 barres de fer doux et d'une bande d'acier dur à taux de carbone élevé. On enveloppait le noyau central avec cet alliage. On obtenait alors une lame à la fois solide et flexible, comme celle-ci, avec des côtés très résistants et tranchants comme des rasoirs. C'était de la technologie de pointe en ce temps-là. Munis de ces merveilles d'armement médiéval, les hommes d'Alfred peuvent affronter n'importe quel guerrier de l'armée de Guthrum. Malheureusement, les hordes de Vikings à la recherche d'Alfred ne sont que la partie émergée de l'iceberg. S'il repère le roi, le chef des barbares déploiera alors des centaines de troupes pour venir le massacrer, lui et ses hommes. Alfred est face à un énorme problème stratégique. Il est immobilisé avec 100 hommes seulement. Ce qui n'est rien comparé aux milliers de Vikings hyper entraînés, n'attendant que le signal pour l'éliminer.
Mais Alfred a une idée. Avec l'appui de sa garde rapprochée, il va tendre un piège aux guerriers vikings. Ces hommes et lui connaissent la campagne comme leur poche pour y avoir beaucoup chassé. Mais cette fois, au lieu de chasser le cerf, ils chasseront le viking. Pour cette mission spéciale, ce n'est pas sur leurs précieuses épées que les anglo-saxons devront compter. Pour ce type d'embuscade, apparentée à une guérilla, il faut des armes silencieuses et qui frappent rapidement, comme des lances, des arcs et des flèches. Il faut prendre l'ennemi par surprise. Les hommes d'Alfred sont des experts dans le maniement de ces armes. Ils les utilisent depuis toujours dans la chasse au gibier. Mais les Vikings ont quelque chose que les cerfs et les sangliers n'ont pas. La cotte de maille. Tout comme les épées médiévales, la cotte de maille est réservée aux combattants d'élite, car sa fabrication représente une tâche considérable. Les anneaux d'une cotte de maille sont reliés un par un à la main. Il nous faut des anneaux en acier. On les fait passer l'un dans l'autre. Pour les attacher, il nous faut un petit rivet. On l'insère dans la tâche. Celui-ci est trop long, donc je vais le couper. Et on aplatit au marteau. Une armure entière de cotte de maille est composée de 90 000 anneaux et rivets. On comprend pourquoi il demandait aux enfants de les aider. C'était un travail minutieux et fastidieux. En tout, il fallait des semaines pour fabriquer un haubert en cotte de maille de taille adulte. La cotte de maille coûtait très cher à cause de l'ampleur de la tâche. En revanche, elle offrait aux guerriers un degré de protection très élevé contre les armes blanches et les flèches pour la chasse. Ceci est une pointe de flèche typique servant à chasser les animaux à l'époque médiévale. Par contre, elle était inefficace contre les armures, et en particulier la cotte de maille. La pointe est beaucoup trop large. Elle se coince dans les anneaux, ce qui l'empêche de pénétrer. Voici une pointe de flèche un peu plus adaptée. Il est évident qu'elle est conçue pour mieux passer au travers de la maille. Elle est plus étroite et en forme de croix pour faire éclater l'anneau. On voit bien que la pointe de flèche plus large, celle utilisée pour chasser, a créé un trou, mais n'a pas réussi à pénétrer la cible. En revanche, les pointes spécialisées s'y sont enfoncées profondément. Elles infligeaient des blessures souvent fatales. Lorsque les hommes de Guthrum arrivent dans le Somerset, ils ne se doutent pas que l'unité d'Alfred les attend, prête à attaquer avec ses flèches perce-mailles. Les deux camps s'apprêtent à faire une partie de cache-cache mortelle. Afin de repérer leur proie, anglo-saxons et vikings recourent à une technique ancestrale commune, le pistage. Chris Rumble, ancien pisteur de l'armée britannique, entraîne les forces spéciales du monde entier à retrouver des personnes sur n'importe quel terrain. Ce qui différencie Alfred et les Vikings des soldats modernes, ce sont les chaussures et les armes. À part ça, le pistage n'a pas changé d'un iota. Les pisteurs sont formés pour repérer des signes, c'est-à-dire des traces caractéristiques du passage d'un humain dans n'importe quel type de paysage. Les signes sont les dégâts causés par la cible lorsqu'elle se déplace. En observant les différents dégâts, on arrive à suivre la cible. Si vous regardez ici en bas, il y a des cassures fraîches. Quelqu'un a posé le pied ici et a cassé les petites branches. Après avoir trouvé un signe, le pisteur cherche le second dans un périmètre de 60 cm. Une enjambée humaine mesure environ 60 cm. Ici, nous avons un indice sur la direction. La cible a marché sur le feuillage et celui-ci pointe en direction de laquelle elle se dirigeait. Regardez ça. Voici un exemple parfait d'empreinte de pas. La terre s'est agrippée à la pointe du pied et a été projetée sur l'herbe dans le sens de déplacement. Un pisteur chevronné peut réunir une quantité énorme d'informations sur sa cible, rien qu'en observant les dégâts causés par celle-ci.
On peut facilement établir une vue d'ensemble. Grâce au comportement de la cible dans la nature, on peut prédire avec beaucoup de certitude la direction qu'elle va prendre. Tout au long de l'histoire, le pistage a été utilisé dans les combats. L'armée britannique a été la première à adapter cette technique très ancienne aux conflits modernes. Malaisie coloniale, 1955. Les rebelles communistes lancent des attaques éclairs contre les Britanniques. En disparaissant rapidement dans la jungle avant que les forces armées ne puissent réagir, les rebelles prennent rapidement le dessus. Afin de contrer ces attaques, les commandants du corps britannique mettent au point une stratégie révolutionnaire. Des troupes de 5 soldats, entraînés à l'art du pistage par des hommes de tribus autochtones, sont envoyés dans la brousse pour éliminer les communistes. La stratégie se révèle efficace et dévastatrice. L'insurrection s'effondre. Plus de 1100 ans auparavant, le roi Alfred et ses hommes s'appuient sur une tactique similaire pour stopper Guthrum et ses troupes. Bien que les Vikings soient aussi aguerris que les Anglo-Saxons dans l'art du pistage, Alfred jouit d'un avantage sérieux. Alfred connaissait le terrain et le relief de son royaume. Il avait donc un tour d'avance sur cette armée étrangère qui n'aurait jamais pu savoir tout ça. Lorsque les hommes d'Alfred découvrent enfin le passage des Vikings, la traque peut commencer. Leur but n'est pas de les suivre, mais de déterminer leur point de chute. Après avoir calculé leur trajectoire, la garde royale s'appuie sur ses connaissances uniques du terrain. Ils veulent dépasser les Vikings et leur tendre une embuscade. La pluie de flèches et de lances paralyse les Vikings. L'unité d'Alfred en profite pour les attaquer de toutes parts. Leur sort est scellé. Alfred devait les tuer tous pour éviter que des informations sur ses déplacements ne remontent jusqu'à Guthrum. Une fois les guerriers vikings massacrés, Alfred et sa garde disparaissent dans la nature, prenant un avantage certain sur Guthrum. Des rumeurs sur ce type d'embuscade se répandent vite dans le royaume occupé d'Alfred. En jonchant la campagne anglaise de cadavres vikings, Alfred fait passer un message à ses sujets. Il leur dit « Je suis toujours votre chef, rejoignez-moi. Nous pouvons vaincre les Vikings. » Le printemps est enfin là. Le roi Alfred a survécu à toutes les attaques de Guthrum. Il envoie un message aux confins de son royaume, par-delà les limites de l'occupation viking. Il est temps de mettre sur pied une nouvelle armée. 3000 anglo-saxons répondent à l'appel. Alfred a une nouvelle armée. Presque tous les hommes anglo-saxons l'ont rejoint, des nobles aux paysans. Ce ralliement a été possible car ils ont enfin vu que le roi pouvait gagner. Depuis sa cachette dans le Somerset, Alfred prend la route vers le nord et se rend à Egbertstone. C'est là qu'il a rendez-vous avec ses troupes, à 25 km de Chippenham, où Guthrum et son armée séjournent depuis Noël. Les Vikings ont fortifié les murs du palais royal d'Alfred, qui va être difficilement prenable. Passer à l'offensive ici serait du suicide. Alfred doit trouver l'endroit parfait pour attaquer. Dans les batailles rangées, le choix du lieu fait toute la différence. Les sentinelles du roi découvrent la faille dans la cuirasse de Guthrum. Guthrum est à court de vivres.
Le palais regorgeait de provisions, mais il a bien fallu nourrir ces grands gaillards tout au long de l'hiver. Cette information est l'opportunité qu'Alfred attendait. Il sait que Guthrum doit trouver de quoi boire et manger à sa grande armée païenne. Le roi sait aussi où il ira pour se ravitailler. Guthrum est obligé de quitter la forteresse pour aller chercher des vivres. Un domaine royal ferait l'affaire puisqu'il serait rempli de réserves alimentaires. Le domaine royal le plus proche se trouve à Eddington, à 20 km de la base viking de Chippenham et à seulement 16 km de l'armée anglo-saxonne campée à Egbertstone. Si les prédictions d'Alfred s'avèrent être justes, il a un avantage stratégique capable de changer la donne. Au début du mois de mai 878, Guthrum et ses troupes arrivent à Eddington. Guthrum ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer. Il se doute qu'Alfred est sur sa trace. Mais il ignore où se trouve l'armée du roi. Mais les Vikings ont faim et soif de bière, pas de combat. Pendant qu'ils se repaissent des vivres volés, Alfred met en place ses troupes anglo-saxonnes. L'assaut d'Alfred, lancé à l'aube, prend les Vikings par surprise. La bataille d'Eddington était une scène de carnage. La chronique anglo-saxonne, un manuscrit de l'époque, relate un massacre viking d'une envergure et d'une violence rare. Guthrum, n'ayant plus aucune chance de gagner, bat en retraite et rentre à toute hâte à la forteresse de Chippenham. Bien que sous le contre-coup d'une défaite cinglante, Guthrum et sa horde de Vikings sont en sécurité dans le palais d'Alfred. Si ce dernier ose venir le provoquer, Guthrum le massacrera, lui et sa nouvelle armée. Et la défaite se transformera en victoire. Mais le monarque chrétien n'a nullement l'intention de lancer une attaque. Il a une toute autre idée en tête. Alfred et ses hommes vont festoyer. Il peut à présent envoyer des sentinelles et toutes sortes de serviteurs lui rapporter de la nourriture. Et c'est ce qu'il fait. Alfred sait qu'il ne reste plus rien à manger ni à boire entre les murs du château. Pour triompher de Guthrum, le roi et ses hommes n'ont plus qu'à patienter en ripaillant. Il sait que Guthrum et ses guerriers, le peu qui ont survécu à la bataille, meurent de faim. Les textes sont très clairs à ce sujet. L'armée viking est très affaiblie. Elle doit se nourrir. Pris au piège par Alfred et son armée, Guthrum sait que ses troupes faméliques n'ont aucune chance de sortir vivantes du palais. Alfred ne laisse rien entrer au château dans le but d'affamer les Vikings. Leur sanctuaire est devenu leur prison. Deux semaines passent. Les survivants de l'armée de Guthrum se meurent. Il n'a pas d'autre choix que de rendre les armes. Alfred devient réellement Alfred le Grand au moment où Guthrum négocie la paix. Dans ce contexte d'époque, n'importe quel chef militaire aurait été dans son bon droit de décimer l'armée vaincue, de reprendre ce qui lui appartenait et de crier victoire. Mais Alfred ne le fait pas.
Au lieu de cela, il exige d'eux quelque chose de très simple, mais d'une ampleur cataclysmique. Il les oblige à se convertir au christianisme. Guthrum et ses hommes s'y sont pliés car devant une défaite aussi écrasante, ils ont reconnu l'existence d'un Dieu plus puissant que les leurs, celui d'Alfred. À peine 4 mois auparavant, tout espoir semblait perdu. L'armée anglo-saxonne était détruite et le roi était un fugitif. À présent, il a récupéré son royaume et a fait de son ennemi païen un allié chrétien. Il y avait quelque chose de divin chez Alfred. Après tout, le Christ lui-même était le roi de la paix. Pour Alfred et son peuple, cette histoire était vraie. Et maintenant, les Vikings y croyaient aussi. Même si Alfred est victorieux, il sait que Guthrum et ses Vikings n'abandonneront pas les royaumes anglo-saxons qu'ils ont conquis. Ils sont à présent chez eux. En continuité avec sa politique bienveillante, le monarque donne 1 an à Guthrum et à ses hommes pour quitter son royaume du Wessex. Alfred a tout fait pour traiter Guthrum comme son égal politique. En le convertissant au christianisme, il est devenu le parrain du chef viking. Durant ses 28 ans de souveraineté, Alfred devra endiguer de nouvelles invasions barbares. Mais le fait d'avoir persuadé Guthrum et les siens de se convertir au christianisme aura de profondes répercussions sur les générations futures. Les anglo-saxons et les vikings partagent la même religion. Ce lien entre les deux civilisations donnera naissance à un nouveau peuple, les Anglais. Alfred, bien que ne gouvernant pas sur toute l'Angleterre, est considéré comme le premier roi des Anglais. Je pense que plus que n'importe quel autre souverain de son temps, il a vu les choses dans leur globalité. Il a compris qu'il valait mieux unifier que diviser. Il n'a pas seulement remporté une victoire, il a apporté à cette guerre des cultures une solution à long terme. Et c'est pourquoi il est mon héros.